Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. Que seraient les riffs emblématiques du métal sans le rythme effréné de la batterie? Avec des vitesses extrêmes qui peuvent atteindre 250 voire 300 coups, ces pratiques peuvent être à l'origine de l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Alors que les techniques pour atteindre ces vitesses se multiplient, quel impact ont-elles sur le corps de ces musiciens et musiciennes qui vont plus vite que la musique ? Les entraînements répétés, le manque d'échauffement ou encore les blessures, nous ne parlons pas ici de sportifs et sportives, mais bien de la pratique d'un instrument de musique. Pour l'un comme pour l'autre, des troubles existent bel et bien, de façon aiguë comme chronique, que l'on soit experte ou débutant. L'étude du corps des musiciens et des musiciennes est un sujet récent qui ne demande qu'à être mieux compris à la lumière de mesures et d'expériences, à la fois pour prévenir les blessures ou pour proposer des techniques moins éprouvantes pour les corps. Un sujet de recherche peu courant, mais qui a été abordé lors d'une rencontre qui a eu lieu le dimanche 22 octobre 2023 au Ferrailleur pour le Nantes Metal Fest Factory, une après-midi d'ateliers et de tables rondes pour élargir les connaissances des musiciens et musiciennes dans le milieu métal. Nous avons pu poser nos questions à 4 spécialistes du sujet, à commencer par Aurélie Sarcher, biomécanicienne au laboratoire Motricité, Interaction et Performance à Nantes Université et batteuse de Silences et Troll Art. Était présente également Delphine Chadefaux, qui étudie la biomécanique du guitariste électrique à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Pour l'accompagner, Jean-François Hérault, kinésithérapeute des musiciens sur Nantes, et Nicolas Muller, batteur du groupe E.ON et ACODE, créateur de la chaîne French Grip Channel. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de sciences, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoirs recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous. La biomécanique du corps des batteurs, c'est donc le sujet d'étude du projet Drums Biomech, porté par le laboratoire MIP et Aurélie Sarcher, que nous avons eu à notre micro. Eh bien oui, très bien. En quelques mots, du coup, Drums Biomech, c'est l'étude de la biomécanique, donc la mécanique du corps humain, des batteurs, plus particulièrement les batteurs, alors plutôt typés musique métal extrême, qui vont chercher à aller très vite à la double pédale. Donc en gros, ce sont des mouvements des jambes qui vont faire en alternance gauche-droite sur un pad ou la grosse caisse, en fait, l'élément le plus gros de la batterie. Et donc dans le métal, ce genre de tapis de double, on appelle ça, quand ça va très vite, et ça fait beaucoup de bruit et donc les gens aiment beaucoup. Donc voilà. Et ce projet, comment est-ce qu'il est né au sein de votre laboratoire MIP ? C'était un sujet qui n'avait pas été étudié avant. Quels sont les acteurs qui interagissent ? Alors oui, non, du coup, il y a 0 littérature sur ce genre de sujet. Là, vraiment, déjà chez les batteurs, il y a très peu d'études qui sont faites, surtout au niveau des bras, il y a un petit peu, au niveau des poignets, des tendinites, etc. Au niveau des jambes, rien du tout. Et alors, dans le métal extrême, là, on n'a vraiment aucune documentation. Donc, comment le projet, il est né ? En fait, j'ai suivi une masterclass avec donc un excellent batteur qui s'appelle Kevin Paradis. Kevin, le batteur de Benighted, qui arrive à atteindre des tempos, c'est un des meilleurs au monde, hein, il est extrêmement rapide, il peut atteindre quasiment 300 BPM. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une jambe va se contracter, va faire 10 coups à la seconde, et donc l'autre aussi, donc on est à 20 coups à la seconde sur la grosse caisse. Donc c'est énormissime, c'est des tempos qui sont incroyables. Et en fait, lors de cette masterclass, déjà en voyant le mouvement, ça m'a un petit peu titillé, parce que c'est un mouvement assez particulier, où on a l'impression de voir un tremblement de la cheville. Et à côté de ça, Kevin m'expliquait qu'il rencontrait des problèmes, en fait, des périodes où il était plus tellement certain de son mouvement, il avait du mal à ressentir cette vitesse, à atteindre les mêmes vitesses que du jour au lendemain, en fait. Il pouvait atteindre un jour des vitesses très élevées et le lendemain
ne plus du tout réussir à maîtriser son mouvement. Et donc ça m'a questionné, sur l'origine du mouvement, comment il était produit par le corps humain, et deux, sur éventuellement, est-ce que c'est un mouvement à risque, donc à risque de développer des blessures, donc notamment on appelle ça des troubles musculo-squelettiques, liés à une trop forte répétition, trop grande vitesse, etc. Et quels sont les troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve chez les batteurs notamment? Alors, chez les batteurs, en règle générale, donc tout style confondu, ce qu'on va retrouver le plus souvent, c'est les problèmes de dos, de posture. Parce qu'effectivement, c'est un sport où on est assis, mais en fait, on mobilise à la fois les jambes, les bras, et en plus, on a un set qui est asymétrique. Parce qu'on a la caisse claire entre les jambes, on a certaines cymbales à gauche, certaines cymbales à droite. Elles sont différentes, elles sont positionnées à des hauteurs, des distances différentes. Et du coup, cette asymétrie de posture, en fait, elle peut provoquer des douleurs. On va également trouver au niveau des poignets les tendinites, les fameuses. Donc ça, c'est quand le batteur est un petit peu trop contracté sur sa baguette. Et à force de frapper, on a des vibrations qui remontent et qui peuvent donc provoquer tendinite. Et plus particulièrement dans le projet Drums Biomech, c'est un symptôme un petit peu particulier qui est lié au fait que les batteurs qui vont vite, sans avoir forcément la relaxation nécessaire dans les cuisses, vont avoir tendance à contracter. Alors en fait, ils vont contracter les fesses un petit peu trop fort, tout simplement. Et on a un muscle qui s'appelle le piriforme, qui, s'il est trop contracté, ça provoque un syndrome du piriforme. Donc déjà, ça fait des douleurs au milieu de la fesse, c'est très désagréable. Et en plus de ça, ça peut aller titiller le nerf sciatique, qui passe pas très loin de ce muscle. Et en conséquence, on a une sciatique, donc mal au dos, et des pertes de sensations dans la jambe, faiblesse, etc. Enfin, c'est vraiment complètement contre-productif, on manque de puissance et parfois on peut avoir une sciatique qui n'est pas assez développée pour avoir des douleurs liées à cette sciatique. Par contre, on a cette sensation de fourmillement et donc là, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de batteurs qui doivent avoir ce symptôme et qui n'en sont pas forcément au courant. Est-ce que c'est un symptôme qu'on retrouve plus particulièrement chez ceux et celles qui utilisent cette technique de la double pédale que vous étudiez notamment dans ce projet? Alors oui, exactement, parce qu'en fait, en gros, la technique la plus courante, quand on va pas chercher des vitesses élevées, donc dans le métal, c'est OK, mais en fait, dès qu'on va faire du métal extrême, on va chercher à aller encore plus vite. Mais bref, ça s'appelle le flat foot, c'est la hanche qui travaille. Et donc en fait, si la hanche travaille, à faire flexion-extension de hanche, ça va pas poser de problème en soi, parce qu'en fait, les muscles des hanches, des fessiers vont se contracter, mais vont avoir des moments de relaxation. Ça va faire contraction, décontraction, contraction, décontraction. Donc du coup, si le muscle il fait ça, au final, il ne finit pas par être contracté trop fort. La différence avec la Hunkel technique, la technique de la cheville, c'est qu'en fait, les batteurs, ils vont soulever leur hanche de manière statique, donc ils vont pas bouger en soulevant la hanche, et c'est la cheville qui va créer le mouvement. Mais du coup, le fait de soulever la hanche demande une contraction continue des fessiers, et en fait, c'est là où cette contraction continue, si elle est relativement faible, elle ne va pas créer de douleur. Mais si un batteur va chercher trop vite à aller trop vite, justement, donc sans avoir une relaxation nécessaire, en fait, il va contracter trop fort la fesse ou les muscles des hanches également. On a aussi des problèmes au niveau des muscles qui s'appellent les psoas. Et c'est là où ça va créer des troubles parce que, en fait, pas trop de contraction sur des durées. Les tapis de double peuvent durer parfois 1 minute, 2 minutes, et c'est là où on va créer des problèmes. Donc, vous nous décrivez avec beaucoup de précision les mouvements et les muscles qui sont utilisés chez les batteurs et chez les batteuses. Comment est-ce que vous avez réussi à voir avec précision ce mouvement ou les muscles utilisés dans votre laboratoire notamment? Quels outils, c'est-à-dire, sont utilisés? Alors, dans notre laboratoire, on utilise plusieurs types d'outils. Le premier, ça va être de justement voir le mouvement global du batteur. Donc pour ça, on va mettre des petits marqueurs qui sont exactement ceux utilisés jeux vidéo, cinéma. Donc des petites boules qui ont un revêtement rétro-réfléchissant, comme les gilets jaunes de vélo. Et en fait, ces petites boules, elles vont être visualisées par des caméras à 360 degrés. Et donc, comme dans le cinéma, les jeux vidéo, ça recrée l'avatar du batteur. Et donc ça me dit, est-ce qu'il est penché 20 degrés de flexion du tronc? Est-ce que sa hanche, elle bouge avec 15 degrés d'amplitude, etc.
Après, on va vouloir aller voir un petit peu plus près encore et on va aller voir comment le muscle il se contracte. Donc, comment le batteur, en fait, la coordination qu'il a, c'est-à-dire quels muscles s'activent quand, certains vont s'activer en même temps, donc ça s'appelle des muscles synergistes, d'autres vont s'activer à des contretemps et donc ça s'appelle des muscles antagonistes. Ils ont deux fonctions opposées. Et donc, pour ça, on va utiliser des petites électrodes qui s'appellent l'électromyographie. Donc ça va aller mesurer l'activation électrique du muscle. On colle ça sur la peau. Donc ça a l'inconvénient qu'on ne peut pas aller voir des muscles profonds du corps humain, mais ceux en surface, on peut les visualiser. Et donc on va pouvoir suivre l'activation de ces muscles en fait, quand le batteur il joue de la double pédale. Puis nous, au labo, on a spécificité, on va aller voir encore plus loin. En fait, on va aller voir un seul muscle, comment les fibres musculaires se contractent. Et donc, pour ça, on va utiliser l'échographie. C'est la même technique que pour aller voir le bébé dans le ventre de la maman. Et sauf que nous, on va le mettre au niveau d'un muscle. Et on va voir en temps réel les fibres musculaires se contracter et s'étendre. On est sur des tempos aussi élevés. Il faut savoir qu'en fait, dans les mouvements qu'on a volontaires, on va être limité en vitesse. On ne peut pas activer un muscle à une vitesse infinie. Donc ça se voit dans le sport de haut niveau. Par exemple, les cyclistes de très haut niveau, ils vont avoir une cadence de pédalage qui, à un moment, va être limitée par le fait que le corps ne peut plus aller aussi vite. La particularité de la technique qu'on étudie, la Hunkel technique de la cheville, c'est qu'en fait, on est sur des fréquences, donc des cadences de contraction qui sont trop élevées pour que ce soit des mouvements volontaires. Et en fait, c'est ça la particularité de la technique et c'est assez impressionnant à voir. En fait, c'est la même chose quand votre jambe elle tremblote vous êtes en terrasse, vous buvez votre petit café, puis vous avez ce petit tremblement de la jambe. En fait, ça va être ce mouvement-là, mais qui va être contrôlé par les batteurs et en plus des deux jambes, donc en alternance, pour accéder à des vitesses élevées. Donc en fait, on pense en tout cas qu'on est sur des espèces de boucles réflexes, d'un réflexe qui s'appelle le réflexe myotatique, qui est un réflexe que tout le monde a. Le muscle se contracte suite à son étirement pour se protéger, en fait, pour protéger les fibres, protéger le muscle. Et en fait, les batteurs, a priori, qui utilisent la technique de la cheville profitent de ce mouvement, de cette boucle réflexe du corps humain pour atteindre des vitesses extrêmement élevées. Donc là, en Hertz, l'équivalent de ce que peuvent faire les batteurs pour une jambe, ça va être des mouvements entre 7 et 10 Hertz. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est jusqu'à 10 coups par seconde pour une même jambe. Donc un muscle se contracte 10 fois en une seconde, c'est énorme. Et ça ne peut pas être techniquement volontaire. C'est trop rapide pour que ce soit volontaire. Est-ce qu'on atteint finalement un petit peu des limites biologiques à un mouvement volontaire pour atteindre justement ces vitesses-là? Oui, exactement. On est vraiment à une limite physiologique. En fait, le système de contraction et de relaxation d'une fibre musculaire de toute façon, a besoin d'un certain timing qui est de 100 millisecondes en gros. Et en fait, quand on est à 10 Hz, on est à la limite de ce timing. Donc en fait, il y a une explication physiologique pour laquelle les batteurs n'arriveront, je pense, en tout cas, à moins que je me trompe, jamais à dépasser cette barrière des 300 BPM. En tout cas, en utilisant cette technique. Il existe d'autres techniques de double qui peuvent éventuellement compenser. La science, toutes les sciences. Au Labo des Savoirs. Cette journée au Ferrailleur pour le Nantes Metal Fest Factory a été aussi l'occasion d'organiser un concours de vitesse de batterie, une bonne excuse pour prendre des mesures et tester les limites du corps des batteurs et batteuses. Donc du coup, l'idée, ça va être de montrer un petit peu les différences d'activation musculaire. Le muscle du haut, c'est le muscle releveur du pied. Donc vas-y Nico, est-ce que tu peux relever ton... Voilà. Oh là là, quelle force! Incroyable. Donc là en fait ce que vous voyez, donc plus le signal il augmente, plus il y a une contraction qui se passe, donc il y a un signal électrique qui passe dans le muscle qui est corrélé indirectement mais en gros à la force que produit son muscle. Donc là par exemple on peut commencer avec la technique la plus classique qui est celle où on va pas aller chercher des vitesses ultralunaires, c'est donc la technique flat foot. Voilà. Donc là en fait ce qui se passe c'est que Nico avec sa jambe, c'est un petit peu, on en parlait tout à l'heure, là, le mouvement de fouetter. En fait, là, c'est avant tout la hanche qui va aller chercher de la puissance au niveau de la frappe, au niveau de la grosse caisse. Mais le mollet, on voit qu'en fait,
il y a quand même tout le monde qui s'active. Le mollet, il a aussi sa part de travail parce qu'en fait, il va finir le mouvement en faisant un léger mouvement de fouet pour encore plus donner de la patate sur la... Je t'avoue, le moins possible. Le moins possible, toi? Bah là, comme ça, ouais. Après, tu l'utilises un petit peu quand même, a priori. Oui. On voit un petit peu quand même l'activation, mais oui, c'est surtout la hanche quand même qui travaille dans ce mouvement-là. Puis là, si on lui demande d'aller chercher des vitesses un petit peu plus hautes, donc technique Dunkel. Voilà, donc là vous voyez, déjà ça s'accélère, hein, donc la fréquence d'activation du muscle, ça va être celle qu'il atteint en fait à la double pédale. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le droit fémoral, là, il va avoir une action continue. En fait, au niveau des hanches, qu'est-ce qui se passe? Il soulève un tout petit peu, il stabilise sa hanche. Donc en fait, pour stabiliser sa hanche, il a besoin d'un petit niveau d'activation qu'on voit en vert. Par contre, là, on voit que ça tape au niveau de la cheville. Ça tape à la fois en extension, donc ça, c'est son mollet qui va travailler. Et donc cette technique-là, ce qu'on analyse, en fait, la particularité, c'est qu'on est sur des vitesses, donc si ça monte, avec cette technique, on peut atteindre vraiment des vitesses extrêmement importantes. Ça se combine, c'est la même technique, mais elle se combine avec une légère rotation interne-externe de l'articulation, parce qu'en fait, il essaye de chercher son point d'appui et son point de résonance pour retrouver l'oscillation qu'on a grâce au ressort de la pédale. Il y a en fait une activation qui s'appelle tonique, où tu as une légère activation continue, et ça se contracte, mais normalement, ça taffe pas autant. Là, c'est vraiment ta cheville qui travaille. D'où le nom technique de la cheville, c'est vraiment justifié, parce qu'on a vraiment que la cheville qui vibre. Et par contre, quand tu es en flat foot, vas-y, tu peux repartir sur... Voilà, bon, là, la hanche, elle travaille. Allez, c'est parti. Allez. Alors, j'ai mis un seuil, faut quand même qu'il y ait un petit coup sur le pad pour que ça prenne en compte. Ça fait du air drum, mais il a bien retenu la leçon de la table ronde. Allez, continue, tiens le coup. Allez, reste en mortier, 30 secondes. Ce soir, on va créer des TMS. C'était exactement l'objectif de la soirée. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et c'est fini. Oh là, ça fait très longtemps que je joue de la batterie. Moi, j'ai commencé à 10 ans, j'en ai 40, ça fait 30 ans. Nicolas Muller, batteur du groupe Eon et Acode. Contrairement à beaucoup de batteurs de métal pur, j'ai pas commencé par le métal. Moi, j'ai joué du rock, des machins. Mon groupe préféré, c'est les Guns, tu vois. Donc. Et le métal, c'est venu après. C'est une espèce de compétence qui est arrivée petit à petit. J'ai toujours aimé les trucs qui vont vite musicalement, qui sont très agressifs, donc ça m'a plu. Alors, ce qui m'a donné envie de faire de la batterie, moi, c'est une émission de télé dans laquelle il y avait Europe qui jouait. Alors là, je parle aux gens qui ont 40 ans et plus. Il y avait Europe qui jouait ce groupe suédois là, qui a chanté The Final Countdown. Et il y avait un mec blond avec une double grosse caisse qui s'appelle Yann Ogland et qui était gaucher, donc la batterie était montée à l'envers. Et je devais avoir 3 ou 4 ans et j'ai regardé mes parents, je vais faire ça plus tard. Et puis après, d'autres influences sont venues se greffer, des trucs un peu plus dans le jazz, des trucs un peu plus techniques, un peu plus fins, même des batteurs de variété, enfin des mecs qui apportent quelque chose à l'instrument. Moi, comme j'ai une chaîne YouTube de batterie qui parle vraiment de tous les styles, bon, beaucoup de rock et de métal parce que c'est ma spécialité, mais qui parle quand même de tous les styles, j'essaie de m'intéresser à tout. Et objectivement, je pense que je m'intéresse à peu près à tous les styles. Donc il y a des mecs comme Dennis Chambers qui font du jazz, ou comme des vieux batteurs, Art Blakey, Elvin Jones, qui font aussi du jazz, mais qui sont des batteurs, même Buddy Rich qui a commencé dans les années 40 à jouer. Tout ça m'influence et en tout cas, ça me plaît toujours de regarder, de leur piquer des trucs. Tout à fait. Alors le thème du coup de la soirée, c'est quand même les troubles musculo-squelettiques chez les batteurs et les guitaristes. Alors est-ce que tu penses que c'est plus fréquent dans la musique métal ou il y a d'autres styles de musique où c'est aussi fréquent que dans la musique métal? Alors je pense que c'est peut-être fréquent dans le métal, mais pour être totalement honnête, je pense que le style musical dans lequel c'est le plus fréquent, et ça va te paraître très surprenant, mais je pense que c'est le baloche. Pour la simple et bonne raison qu'un concert de baloche, ça dure entre 3 et 5 heures. Et il y a des mecs qui jouent de la batterie pendant 4 heures d'affilée, 5 heures d'affilée, des fois des gros saucissons, hein. Tu vas jouer des morceaux tout pourris, mais tu vas en jouer énormément. Et ça, je l'ai fait pendant une saison, le baloche, et c'est vrai que les débuts de tendinite et les trucs les plus douloureux que j'ai ressentis en faisant de la batterie, c'était en faisant du bal, ouais. C'était en faisant du bal parce que la presta est trop longue, c'est trop long. Mais le métal, oui, effectivement, quand tu commences à partir en tournée, que t'as pas une hygiène de vie absolument pile poil nickel, parce que tu dors dans un bus, tu manges pas comme tu veux, tu peux pas faire de sport, t'as pas le temps de faire ci ça, tu passes beaucoup de temps à végéter dans les salles et tout.
C'est vrai qu'à faire 30 dates en 30 jours, comme on faisait avec Svartkrone par exemple, au bout d'un moment, ton corps fatigue. Ouais. Et tu peux développer des troubles, des TMS, comme ils disent, des troubles musculo-squelettiques. En tournée, c'est plus compliqué parce que tu fais des sets de 1 heure, 1 heure et demie, en plus de ce que tu as dit. En fait, tu n'as pas le temps pour faire du sport. Toi, tu as toujours fait des tournées ou est-ce que tu as des moments où tu n'as juste plus du tout fait de tournée à cause de ça? Des gens qui ont développé des TMS, j'en ai croisé, et même des batteurs hyper renommés, comme Jamie Samera qui joue dans Lucerate par exemple, qui est un batteur extraordinairement bon, qui est obligé de développer des techniques alternatives parce qu'à un moment donné, il n'arrivait plus à jouer de double. Et effectivement, ça les a pas mal handicapés. À un moment donné, ils ont été obligés de trouver des solutions pour se remettre à jouer, notamment de la double, le sujet qui nous a intéressé aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est assez pénible, ça s'appelle la dystonie. Alors les gens qui sont curieux feront une recherche sur la dystonie, c'est un problème de connexion entre le cerveau et les muscles qui t'empêche qui empêche tes muscles de produire le mouvement programmé par le cerveau. Mais moi non, j'ai jamais eu de problème de tendinite, de problèmes qui m'ont empêché de faire des concerts, qui m'ont empêché de partir en tournée, c'est jamais arrivé. Après, j'ai pas fait des tournées constamment toute ma vie, c'est par période, ça dépend dans quel projet tu es, dans quel groupe tu es, des moments ça s'arrête, des moments ça repart. Et il faut garder une espèce d'équilibre comme ça. J'ai jamais eu de TMS qui m'a empêché de jouer, tout court. Et en tournée, par contre, c'est vrai que le danger est plus grand, comme je te disais tout à l'heure. Mais j'ai du pot, ça m'est jamais arrivé. Mais je pense que ma constitution est assez solide pour avoir peu de problèmes. Mais c'est vrai que certains qui ont peut-être des morphotypes ou des morphologies un peu plus fragiles ou des trucs comme ça, peut-être que c'est un peu plus galère pour eux. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais j'essaie de m'en prémunir aussi. Alors, c'est quoi les muscles et les parties du corps les plus sollicités quand tu joues? Alors moi, c'est les muscles qui sont les muscles des avant-bras, parce que si tu t'échauffes mal, c'est là que ça fait mal en premier. Le fameux releveur du pied si tu as une mauvaise technique de grosse caisse. Et les muscles lombaires, parce que moi je fais 105 kilos quand même. Et être assis sur un tabouret qui est quand même assez dur, tu vois, pendant 1 heure, tu peux commencer à avoir un peu mal au dos parce que forcément, tu essayes de te tenir droit, tu essayes de te gainer, mais tu peux pas forcément tout le temps contrôler ton truc parce que tu essayes de faire un peu de spectacle, tu as quand même des parties de batterie qui sont très difficiles à jouer des fois, et tu bouges beaucoup. Donc le plus souvent, quand je commence à avoir un peu mal, je pense que c'est au lombaire que ça me fait le plus mal, les muscles lombaires, mais c'est pas trop traumatisant, donc ça se remet assez vite, une bonne nuit de sommeil et ça passe. Mais en tournée, justement, la bonne nuit de sommeil, tu l'as pas souvent. Donc faut essayer de faire attention à ça, et c'est vrai que faire attention à sa posture, faire attention à sa gestuelle, c'est important, je pense. Alors, à quelle vitesse, du coup, à quel BPM les batteurs vont? Est-ce qu'il y a des records suivant le style de musique? Ah y a des batteurs qui vont à 300 BPM et plus. Par exemple, j'ai un copain, Kevin Paradis, il peut faire des blast beats à 320, 330 maintenant. C'est incroyable. Alors, il a développé des techniques alternatives, des trucs d'escroc, des trucs un peu chelous, des techniques de push-pull, des techniques d'open-close, des techniques de machin. Alors, ceux qui connaissent tout ça vont comprendre. Il y a des batteurs aussi qui utilisent du hilto à la grosse caisse, qui font, au lieu de faire droite-gauche, font droite-droite, gauche-gauche. Donc il y a plein de techniques qui permettent de jouer vraiment très très vite à 300 BPM et plus, ce que moi je ne sais pas faire parce que j'ai la flemme de travailler assez, j'avoue, c'est un problème de fainéantise, mais bon, j'en ai pas besoin dans les groupes dans lesquels je suis, et ça m'excite moyennement. J'aimerais bien quand même, de temps en temps j'essaie de pousser un peu, de travailler tous ces trucs pour savoir un petit peu de quoi ils retournent quand même, parce que ça m'intéresse, mais je sais pas si je suis fait pour ça, 2 si j'ai la capacité, la force de travail nécessaire pour arriver à ça, parce qu'il faut vraiment bosser son instrument longtemps, ou alors avoir un don naturel qui te permet d'y aller tout de suite, de glisser vers ça très facilement. Mais je pense que c'est quand même une bonne dose de travail que j'ai pas mise en tout cas là-dedans. Mais ouais, 300 BPM et plus, ça existe maintenant. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir les blessures? En s'échauffant, en faisant attention à sa posture, en faisant attention à pas commencer les concerts trop forts aussi, parce que tu as tendance à vouloir envoyer la purée de suite très très fort, et c'est là que tu peux commencer à développer des problèmes tendino-ligamentaires, je pense. Il faut faire attention à ses gestes, et il faut faire un compromis entre donner du spectacle, jouer fort, jouer vite, faire tous ces trucs-là, mais quand même pas être dans une posture bizarre, le dos courbé, assis trop bas, assis trop haut, la batterie installée n'importe comment. Faut faire attention à tous ces détails. Voilà. Mais si tu fais attention à tous ces détails et que tu te ménages un petit peu quand même, normalement tu devrais pas te faire mal. C'est un instrument de musique, c'est pas non plus de la varap ou de l'haltérophilie, tu vois. C'est un instrument de musique, c'est pas fait pour faire mal. Ça peut, mais c'est pas fait pour. Il faut faire attention à tout ça. Est-ce qu'il y a des entraînements ou des formations pour éviter de se faire mal sur ces instruments?
Non, pas vraiment, malheureusement. C'est vrai que ça devrait exister. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle Anatomie de la batterie ou Anatomie du batteur, je sais plus, qui est un bouquin qui est disponible, qui a été écrit par des Français en plus, qui est vachement intéressant, qui décortique vraiment beaucoup de choses. Mais si vous avez des kinés, des ostéopathes, vous leur montrez des vidéos de ce que vous faites. Et si vous faites du métal extrême, ils vont dire mais putain, mais c'est débile ce que tu fais, c'est incroyable. Et là, vous lui posez la question, est-ce que tu peux m'aider à trouver une meilleure posture, un machin? Ça peut être une bonne idée. Ou alors, faites un peu de sport en salle. Et puis vous montrez à vos coachs qui sont là, parce qu'ils sont là aussi pour vous aider. Enfin, je pense que la batterie, c'est quand même un instrument qui est pas mal sportif. Et si vous arrivez à faire un peu de sport en parallèle, pas forcément aller faire de la muscu ou de l'haltéro ou du crossfit, mais un peu de renfo, un peu de cardio, un peu de trucs, ça peut quand même aider à prévenir quand même pas mal de choses. Et je pense que ça peut être une espèce d'auto-formation à essayer d'éviter les douleurs, parce que c'est quand même important de ne pas se faire mal en faisant de la musique, parce qu'après tu te décourages, tu n'as plus envie, t'en as marre de pratiquer ton instrument, parce que ton instrument est devenu un espèce d'adversaire, et c'est un allié, c'est pas un adversaire, c'est un ami normalement la batterie. Donc voilà, si tu arrives à te ménager et à comprendre en amont, grâce à tout ça, grâce au kiné, grâce au coach sportif, grâce à la muscu que tu peux faire, grâce à des disciplines sportives, tu te fais pas mal et tu as envie de continuer. Comment les musiciens accueillent le fait que des scientifiques s'intéressent à leur santé et s'impliquent dans leur santé? Eh ben, c'est très intéressant parce que, effectivement, là, tout à l'heure, ce que nous a montré Aurélie, la chercheuse qui donc s'occupe de programmer cette journée autour de la double pédale et tout ce truc-là, les données qu'elle nous a données tout à l'heure et qu'elle m'a données sur moi, du coup, parce que c'était moi le cobaye du test, j'en avais absolument pas conscience et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je pense que une fois qu'elle aura fait une batterie de tests sur beaucoup de gens, sur peut-être une quinzaine, une vingtaine de batteurs, elle pourra avoir des conclusions qui vont intéresser vraiment la communauté des batteurs en général. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est d'habitude des choses qu'on réserve aux sportifs, ça, pour analyser la pratique sportive. Mais il y a quand même beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de musiciens qui se blessent, il y a beaucoup de musiciens qui se découragent, il y a beaucoup de musiciens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à aller plus vite, à jouer plus longtemps, à jouer plus fort, à jouer plus machin, à jouer plus truc. Et le fait que des scientifiques, qui sont de vrais scientifiques, qui bossent dans un labo, enfin je veux dire c'est un vrai labo, t'imagines, il y a un plancher qui te permet de mesurer les appuis que tu prends, enfin c'est un truc de fou. C'est extrêmement intéressant, c'est surprenant, mais c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui débutent dans la batterie ou se lancent dans leur premier groupe? Oui, alors si vous débutez la batterie, préoccupez-vous du son que vous produisez. Ça veut dire quand je dis ça, c'est quand vous tapez dessus, la manière dont vous allez taper dessus va générer un son. Et ça, c'est important que vous en preniez conscience. Parce que si vous frappez mal sur une batterie acoustique, il ne va rien en sortir. Va en sortir un truc qui ne va pas être satisfaisant. Donc soyez satisfait de ce que vous faites. Et puis, bossez-le sérieusement un peu tous les jours. Ça vaut mieux que beaucoup, un jour par mois. Donc faites-le régulièrement. Et ça va venir petit à petit. C'est un instrument qui peut être très vite décourageant, la batterie. Mais si vous l'abordez avec la bonne philosophie en se disant je ne serai pas le meilleur du monde après-demain, normalement c'est un instrument qui est plutôt excitant, qui est plutôt plaisant et qui est assez satisfaisant parce qu'il fait beaucoup de bruit.
C'était Hera par Silences. Le son des sciences au labo des savoirs. Alors, une biomécanicienne, du coup, c'est une personne, en l'occurrence une chercheuse, qui va s'intéresser à la mécanique du corps humain. Delphine Chadefaux, biomécanicienne à l'Institut de biomécanique humaine Georges Charpak, Université Sorbonne Paris Nord. Donc finalement, comment est-ce que le corps humain va s'organiser pour réaliser un certain nombre de tâches? Et en l'occurrence, comment est-ce qu'il va s'organiser, se répartir pour faire de la musique finalement. Et vous étudiez notamment le corps et le mouvement des musiciens et des musiciennes, et plus précisément des guitaristes? Oui, exactement. Alors, encore plus précisément, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le couple entre les deux. Je vois vraiment comme un ensemble le musicien ou la musicienne et son instrument. Donc, on va aller étudier comment, dans son ensemble, le musicien et son instrument vont évoluer au fur et à mesure d'un morceau et également leur production sonore. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le but à la fin, c'est quand même de produire un morceau de musique, en règle générale. Et j'imagine que le mouvement des guitaristes avec leur instrument a des spécificités, parce qu'ils utilisent, non pas comme les batteurs ou les percussionnistes parfois aussi, le mouvement du bas du corps. Là, on est vraiment concentré sur le poignet, le bras, le cou. Alors, ça va dépendre. Effectivement, les sons producteurs, les gestes producteurs de son, sont principalement liés au mouvement des mains, droite et gauche du guitariste. Donc c'est vrai qu'on va pouvoir se focaliser sur eux pour comprendre comment est-ce que le musicien produit de la musique, produit tout ça. Maintenant, on va aussi s'intéresser au risque de pathologie ou aussi à l'expressivité du musicien en jeu. Et là, forcément, c'est tout le corps humain qu'il va falloir aller regarder. Donc c'est des questions d'équilibre, de posture. Et là, on peut plus se limiter uniquement aux mains du musicien finalement. Et est-ce que la façon dont le musicien ou la musicienne notamment porte son instrument a aussi un rôle à jouer dans des troubles qui peuvent apparaître, ou même la qualité du son qui est produit? Alors en termes d'ergonomie, très certainement. Alors c'est pas ma spécialité au départ, mais finalement quand on pense au guitariste électrique, là ici en l'occurrence, qui va jouer debout, l'orientation finalement de la guitare, donc la proximité du manche avec la tête du musicien finalement, les réglages de la sangle vont forcément jouer en termes d'ergonomie et de risque derrière de développement de pathologie, puisque alors les guitaristes, comme beaucoup de musiciens, souligne avoir des problématiques au niveau des cervicales, au niveau des épaules et également aussi au niveau du rachis lombaire. Ça, c'est assez commun à beaucoup de musiciens parce qu'ils se retrouvent à porter une charge. Mais en plus, les guitaristes vont aussi souvent avoir des problèmes de tendinopathie au niveau du membre supérieur. Donc voilà, c'est aussi ces éléments-là qu'on va aller regarder en termes d'ergonomie de l'instrument. Et comment est-ce que vous regardez ces éléments en laboratoire? Vous faites venir des musiciens, vous leur mettez dans des conditions d'expérience spécifiques? Alors c'est une très bonne question. Donc effectivement, oui, on invite des musiciens à venir, qui est quand même une grande partie de notre travail, réussir à intéresser suffisamment les musiciens et les professeurs d'instruments également à venir, afin qu'on puisse échanger et mieux comprendre ensemble le fonctionnement des interactions musicien-instrument. C'est très, très important. Donc ils viennent au laboratoire et ensuite on essaye de regarder un maximum de choses. Donc on va aller regarder l'évolution de leur posture dans le temps. Donc on va faire ce qu'on appelle de la capture du mouvement, ou motion capture en anglais, qui est connue surtout dans tout ce qui est jeux vidéo et cinéma. Donc plein de petites boules réfléchissantes qu'on va aller disposer sur le corps de la personne pour avoir son mouvement en 3D, et donc le mouvement de chaque articulation finalement. On va aussi utiliser ce qu'on appelle des plateformes de force, donc pour avoir la répartition des efforts que le musicien va appliquer au sol. Est-ce qu'il sera plus finalement en train de s'appuyer sur la droite ou sur la gauche quand il va être en train de jouer? Est-ce qu'il y a des mouvements, des changements de direction finalement entre la droite et la gauche? Ou encore de l'activation musculaire. Donc est-ce que certains muscles ou groupes musculaires vont entre guillemets plus travailler que d'autres lors de la pratique instrumentale? Donc ça, c'est finalement
l'aspect biomécanique en soi, mais ce qu'il faut vraiment pas oublier, c'est ce que je disais tout à l'heure, le musicien est aussi là pour produire du son, et donc généralement c'est associé à des études aussi acoustiques. Donc on place aussi des séries de mesures acoustiques avec des microphones, etc., de manière à bien comprendre comment l'instrument va rayonner dans la salle et mettre cette étude du coup aux confins entre les deux thématiques. Finalement, ce qui est étudié, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le couple entre le musicien et son instrument. Est-ce qu'il y a aussi les particularités de l'instrument qui sont étudiées, que ce soit son matériau, la longueur du manche pour une guitare, la qualité des cordes par exemple? Alors aujourd'hui, l'étude que je mets en place sur la guitare, donc avec des collègues de Lille notamment, que je dois quand même mentionner, de l'école d'ingénieurs Junia, s'intéresse vraiment à la posture du musicien de manière générale et à la transmission de la vibration de la guitare vers le musicien. Parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup entendre aussi de la part des musiciens, que le ressenti vibratoire va beaucoup jouer sur leur perception de leur jeu et le fait qu'ils apprécient ou pas leur instrument. Finalement, ça va être un point qui est assez important. Donc on est plutôt là-dessus que sur l'ergonomie de l'instrument. Par contre, sur d'autres études précédentes, moi j'ai pu travailler longtemps sur de la harpe. Donc ça reste un instrument à cordes, un petit peu moins métal que la guitare électrique, mais pourquoi pas. Où là, on s'est aussi intéressé à la question du matériau des cordes et potentiellement leur lien avec des tensions musculaires potentiellement trop importantes pour mettre en vibration les cordes, qui peuvent avoir des liens avec les activations musculaires et les pathologies au niveau des cervicales, qu'on retrouve du coup aussi chez les harpistes. Est-ce que ça veut dire que ces études ont donc pour but à la fois de peut-être prévenir des troubles musculo-squelettiques chez les musiciens et les musiciennes, mais aussi d'améliorer leur pratique? Dans un monde idéal, oui. En tant que chercheur, c'est ce qu'on va dire. La première chose, c'est mieux comprendre ce qui se passe, avoir une bonne compréhension des phénomènes pour ensuite, pourquoi pas, aller proposer des solutions. Moi, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui va être capable de dire aux professeurs d'instruments, de guitare ou de harpe, faites comme ci, expliquez ça à vos élèves, etc. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut aller les voir et leur expliquer ce que nous, on pense avoir compris, nos hypothèses, et avec eux, essayer de proposer d'autres méthodologies pour répondre aux problématiques de leurs élèves, par exemple. Et est-ce que c'est bien perçu, le fait de voir des scientifiques s'intéresser aux pratiques de musiciens, de musiciennes? En règle générale, oui. Les personnes que j'ai rencontrées étaient plutôt ouvertes. Il n'y a pas eu de problème vis-à-vis de ça. Après, entre le fait d'être ouverte, de venir au laboratoire, de discuter avec nous, etc., d'avoir un avis positif là-dessus et ensuite de le mettre en place concrètement, il y a peut-être un pas aussi à franchir. Mais il y a une évolution depuis que j'ai pu commencer à m'intéresser à ces sujets-là jusqu'à aujourd'hui. Oui, typiquement, là aujourd'hui, on a vu des kinés, des musiciens. Quand j'ai démarré, que j'en cherchais, c'était très compliqué d'en croiser il y a 15 ans, même si certains existaient déjà, évidemment. On les connaissait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc il y a aussi une évolution des mentalités là-dessus qui est importante et qui est très chouette pour les musiciens. Est-ce que ça vous a aussi permis de faire évoluer vos recherches ou les réflexions qui étaient associées et d'avoir des angles ou des approches différentes pour étudier ce mouvement? Il faut être très clair là-dessus, on est biomécanicien et pas du tout clinicien. Donc on va avoir des hypothèses, on va dire d'un point de vue mécanique, il y a une tension musculaire qui a l'air d'être plus importante, peut-être que ce tendon-là est plus sollicité qu'un autre. Mais pour nous, ça va s'arrêter là. Il nous faut passer après le relais aux collègues cliniciens, donc au kiné du musicien par exemple, pour que lui statue et propose après soit des méthodes de renforcement ou autres pour aller finalement boucler la boucle jusqu'à l'instrumentiste directement. La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs. Quelles sont les blessures que vous rencontrez chez les musiciens et les musiciennes? En tant que kiné des musiciens depuis maintenant plus de 20 ans. Jean-François Hérault, kinésithérapeute des musiciens.
principalement, on va dire des pathologies du membre supérieur, hein, je dirais dans les 2 tiers des cas, des tendinopathies, syndrome de surmenage, des troubles musculo-squelettiques, hein, pour les fameux TMS. C'est les pathologies majeures et puis toutes les pathologies liées je dirais au stress émotionnel, à la gestion du trac, etc., la gestion de la carrière, la préparation mentale aussi, que je fais pas mal également dans la pratique musicale. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est que les TMS? Alors les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques. Alors moi, je parle plutôt de syndrome de surmenage, ce que on appelle nous des overuse syndromes. Ce sont des pathologies, une pathologie musculaire et tendineuse douloureuse liée à la répétition de gestes dans de mauvaises conditions qui finissent par altérer la qualité du geste musical et devenir douloureux et voire arrêt de carrière pour certains. Et est-ce que vous retrouvez les mêmes types de blessures en fonction des types de musique? En fonction des types de musique, alors en fonction du niveau de pratique, oui. Bien évidemment, je n'ai pas les mêmes pathologies d'un jeune guitariste qui va faire un quart d'heure de guitare tous les jours et des musiciens classiques que je peux voir dans mon cabinet ou dans les orchestres qui sont à 5-6 heures de pratique au quotidien. Bien évidemment, plus les musiciens sont exposés à la surpratique, bien évidemment, et plus le risque de troubles fonctionnels sont importants. Alors précisément, quels sont les membres ou les muscles qui sont touchés? Si vous avez des exemples à nous donner, notamment on va parler pas mal aujourd'hui de musique plutôt dans le métal et de batterie. Est-ce que vous avez des exemples précis que vous avez rencontrés lors de votre pratique? Dans la pratique du métal, oui, sur les batteurs. Alors, j'ai rencontré un batteur qui avait une pathologie qu'on appelle la dystonie. C'est une dystonie de fonction, c'est une pathologie neurocentrale dont je ne vais pas faire état maintenant, mais il avait effectivement un trouble de la gestion des membres inférieurs, notamment du membre inférieur droit de tête sur la double pédale, qu'il n'arrivait plus à gérer. Donc ça lui a pris effectivement des mois, voire des années de travail rééducatif, hein, quasiment 2-3 ans, on s'est vu avant de retrouver un geste optimal. Mais ça, c'est une des grosses pathologies que j'ai rencontrées. Sinon, c'était beaucoup évidemment de tendinopathie, hein, pour être honnête, de tendinite passagère et avec une nécessité de revoir la chorégraphie de la pratique musicale, notamment de la pratique de la batterie au cabinet pendant quelques semaines où on retravaille la gestuelle autour de la pratique pour éviter aux musiciens de se reblesser une seconde fois, quoi. Et à quoi ressemble justement ce travail de rééducation, notamment pour des tendinites? Alors l'essentiel de mon travail s'appuie déjà sur un diagnostic précis. Est-ce que c'est une tendinite ou pas? Après on discute. Et moi mon axe c'est surtout je le dis souvent en blaguant, c'est le mode d'emploi du musicien. On va prendre son mode d'emploi page 1, puis on va revoir les fondamentaux et on va reconstruire une nouvelle chorégraphie du corps pour justement éviter que le trouble réapparaisse une seconde fois. Et puis il y a bien du curatif, hein, avec des techniques, que ce soit des techniques manuelles ou de l'acupuncture ou de l'ostéopathie. Mais c'est pas durable dans le temps. Donc ce qui est intéressant pour un musicien, c'est d'avoir des outils qui peuvent durer dans le temps et qui puisse de lui-même reproduire à la maison. Donc il y a quand même une dimension de coaching et pédagogique, hein, dans ma façon de voir les choses en tout cas. Vous parlez de réapprentissage ou de réécrire un petit peu le manuel. Ça veut dire que les musiciens et les musiciennes peuvent changer leurs gestes pour éviter de se blesser? Alors absolument, on va travailler avec la fameuse plasticité neurocentrale, hein. Votre cerveau est tout à fait capable de réapprendre des choses très rapidement. C'est une expérience de 5-6 semaines qui peuvent suffire à réintroduire un nouveau geste dans le corps. Donc ça, on fait ça. Moi, je fais ça au cabinet. On le fait carrément in situ avec l'instrument et puis hors de l'instrument avec toute une pratique un peu de ce que j'appelle moi de air instrument où on essaie au cerveau d'apprendre une certaine chorégraphie, une certaine ligne de conduite pour éviter que le geste nocif se réapparaisse dans la pratique. Donc d'où l'intérêt du bilan de départ et du diagnostic. Et je fais souvent un support vidéo, on essaie de voir un petit peu où est-ce que ça pêche dans le geste musical. Et puis, avec le musicien, on essaie de travailler autour de cet axe-là. Mais c'est vraiment cette plasticité centrale qu'on peut modifier à tout âge, hein, et ça fonctionne plutôt pas mal. J'imagine que la prévention et l'entraînement jouent aussi un rôle très important dans le fait d'éviter de se blesser lors de sa pratique musicale. Oui, alors la prévention sur plusieurs leviers, hein, c'est évidemment éviter le surmenage musculaire, physique lors de la pratique musicale. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'hygiène de vie au sens large, hein. Ça va jusqu'à l'alimentation,
façon dont je m'alimente, dont je m'hydrate, la façon dont je respire. C'est tout ça que j'essaie de mettre en place. Ce qui est intéressant pour le musicien, c'est qu'il puisse avoir une petite trousse à outils dans sa tête où il se dit, ah, voilà, effectivement, là, je peux travailler sur cet axe-là pour éviter que ça recommence et qu'il soit un peu plus à l'écoute de ses possibilités, quoi. C'est un peu l'idée. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette trousse, par exemple, justement, si vous voulez donner quelques conseils? Dans cette trousse, il y a le fameux mode d'emploi qui est pas, je dirais, il n'est pas intemporel ni général, hein. C'est un mode d'emploi très personnel. J'essaie en tout cas moi de le mettre en place pour chaque musicien. Et en général, ça part sur des axes d'ergonomie, de posture, préparation au jeu, respiration, concentration, prise de conscience de comment je m'utilise. Et chez les batteurs de métal, sur certains batteurs que j'ai pu voir, on a beaucoup travaillé ça là, sur la conscience du poids, le poids des jambes, la conscience des praxis, la façon dont je tiens mes baguettes, est-ce que je serre les dents ou pas. Oui. Que le musicien puisse apprendre à faire un peu comme un pilote de ligne, là, même si le gars il a 30 ans de vol, il fait toujours une checklist. Au cas où son cerveau, un jour ou l'autre, son cerveau va le leurrer, hein, il va faire ce qu'on appelle un leurre neurocentral, et les musiciens sont très bons là-dedans. Ils ont l'impression de faire un truc, et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe souvent, donc ça passe par ça. Donc la trousse à outils, c'est surtout un nouveau modèle que j'essaie d'insuffler du mieux possible à chaque musicien, et c'est un truc très individuel. Hein, Est-ce qu'on pourrait faire presque un parallèle entre l'entraînement d'un sportif et l'entraînement d'un musicien? Ah bah oui, on peut faire une belle analogie, hein. C'est la même chose, sauf que le sportif, lui, l'avantage du sportif de niveau moyen ou de haut niveau, il a un staff. Donc il va avoir un staff d'ostéo, hein, des musiciens, des kinés, des médecins, des kinés, etc. Le musicien, il se débrouille tout seul, hein, depuis longtemps. Il n'y a pas beaucoup de démarches préventives. Dans les grands orchestres, il n'y a absolument pas de staff sur les prods non plus. Sur les gros festivals, ça commence à venir un peu, mais c'est souvent assez général, c'est pas très spécifique. Moi, je déplore ça, qu'il n'y ait pas plus d'encadrement dans les grosses structures pour les musiciens dès le plus jeune âge. Et c'est des choses qui sont, à mon avis, à développer, ouais, ça c'est clair. Et on peut aussi l'envisager pour des tournées, par exemple, où les corps des musiciens sont mis à rude épreuve. Alors, sur des tournées, si la prod a assez d'argent si c'est une priorité de la prod, oui, ça peut être intéressant, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est le truc idéal. Ouais. Ça, c'est certain que sur des gros festivals, alors j'imagine je crois que le Hellfest que j'avais contacté il y a quelques années, j'ai jamais eu vraiment une retour d'ailleurs. Je crois qu'ils doivent avoir des kinés ou des ostéos de l'école d'ostéo qui viennent de temps en temps. Mais non, il faut des choses très spécifiques. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. La prise en charge d'un musicien, elle est vraiment sur plusieurs axes. Elle n'est pas que sur la douleur, sur le poignet, etc. Il faut essayer d'avoir une enveloppe un peu générale. Mais en tout cas, oui, c'est un truc qui est envisagé. Ouais, ça. Surtout si on cherche à avoir une carrière longue, parce que vous l'avez dit plus tôt, une mauvaise prise en charge des blessures peut conduire à la fin de la carrière de certains musiciens, et on l'a déjà vu. Oui, ça s'est déjà répété. Alors, j'en ai rencontré qui ont fait un arrêt sur blessure comme un sportif de haut niveau. Alors ils peuvent toujours jouer, mais pas comme ils aimeraient, hein. C'est comme le gars qui a joué, je sais pas, à Roland Garros, il va peut-être pas se contenter de faire juste un tournoi dans son quartier. Certains musiciens, c'est ça, j'en ai rencontré qui non, ils se contentaient pas de juste faire 2 accords de guitare. Ce qui les intéressait, c'est de jouer à leur niveau, et ça devenait vraiment difficile. Certains ont arrêté, ont changé, sont restés dans le milieu de la musique, mais ont fait un petit peu autre chose, hein. J'en ai rencontré, alors pas beaucoup, mais pour certains, ça a été brutal, ouais. Vraiment un arrêt sur blessure définitive. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Aurélie, vous travaillez au laboratoire MIP avec des sportifs et des sportifs de haut niveau. Est-ce que vous y voyez un parallèle finalement dans l'étude de leurs mouvements, de l'optimisation peut-être de ces mouvements entre musiciens et sportifs? Oui, bien sûr, il y a vraiment un fort parallèle parce que là, comme les sportifs, les musiciens sont des personnes qui pratiquent leur instrument plusieurs heures par jour, qui vont faire énormément de gestes répétés, qui vont avoir des attentes de performance. Alors, ce ne sont pas des performances
compétition comme on a chez les sportifs, mais c'est des performances scéniques, de pouvoir sur une tournée de 50 dates performer de la même manière tous les soirs, etc. La différence, c'est que les musiciens ne sont pas formés à connaître leur corps, à connaître comment sont créés les mouvements. Les sportifs, souvent, ont fait des études STAPS, justement, là où est donc le département dont fait partie le laboratoire MIP, et donc ont un certain niveau de connaissance sur leur corps, les muscles impliqués, sur, par exemple, la nutrition. Ça va vraiment loin, sur la psychologie du sport, etc. Ils ont quand même des bases liées à leurs études, là où les musiciens ne vont pas du tout en avoir. Et on en parlait tout à l'heure avec Jean-François, donc le kinésithérapeute du musicien, mais c'est vrai que c'est souvent trop tard en fait quand les musiciens vont consulter des médecins ou des kinés, des soignants du musicien ou du sport. Parce qu'en fait, déjà, il y a un petit peu un tabou par rapport aux blessures des musiciens. En fait, jusqu'à maintenant, un sportif a un nom. On va essayer de préserver ce sportif au maximum quand il a des performances exceptionnelles, tandis qu'un musicien qui est excellent dans son domaine, sur des orchestres, en fait, il y a une attente qui est énorme et souvent, c'est tabou. Un musicien blessé est un musicien qui ne peut pas être à la hauteur. Et est-ce que votre projet et ce genre d'études, de façon générale, a aussi comme but de prévenir ce genre de blessures parce qu'on comprendrait mieux le mouvement et d'éviter justement à des musiciens de devoir arrêter leur carrière parfois? Oui, c'est vraiment ça l'objectif principal. Alors, avant tout, de comprendre le mouvement, comme il est assez particulier, mais aussi apprendre à comprendre le mouvement, c'est apprendre aux batteurs qu'est-ce qui se passe et en fait à vulgariser, à leur donner les clés pour pouvoir discuter ensuite avec des soignants, justement. Parce que s'ils consultent un soignant qui n'est pas un soignant du musicien spécialisé, ça va être très dur de faire comprendre à un soignant du sport qu'un musicien a les mêmes contraintes physiques, à lui expliquer quel muscle il va utiliser dans ses techniques, etc. Là, si on arrive à leur donner un petit peu 2-3 pistes sur comment expliquer leur mal-être ou leur blessure aux soignants, j'espère que peut-être la prise en charge sera plus rapide et plus adaptée aux musiciens. Aurélie, vous êtes batteuse vous-même. Est-ce que le fait de connaître également très très bien ce milieu et les problématiques qui sont associées vous ont permis de ficeler ce projet et de faire un petit peu le pont entre musique et science ? Oui, je pense effectivement, même ne serait-ce que par les contacts, les discussions que j'ai à la fois dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, faire le lien entre les deux et puis profiter de ces contacts pour mettre en place l'événement tel qu'on a fait aujourd'hui. Donc ça fait le lien entre science et musique, donc j'en suis ravie. On a vu que les gens étaient quand même intéressés, c'est venu en nombre. Donc oui, c'est sûr, même dans une pratique personnelle en fait, de faire passer au labo des experts, d'échanger avec eux, c'est absolument fascinant et puis ça me donne beaucoup de pistes dans ma pratique personnelle et j'espère ne pas les garder pour moi et puis pouvoir communiquer un petit peu à ceux qui n'ont pas eu la chance de passer des experts comme ça dans un laboratoire, quoi. Là, ce soir, j'avais des collègues donc de l'UFR STAPS qui étaient présents. Et puis, à l'inverse, oui, on a des musiciens qui découvrent un petit peu le milieu du sport de haut niveau ou du handicap, parce qu'on est aussi un versant santé au laboratoire. Mais en fait, c'est les mêmes outils qui sont mobilisés, ce sont les mêmes logiques de travail, de recherche. Enfin, souvent, les gens sont fascinés et c'est marrant de voir les musiciens arriver au laboratoire et puis halluciner devant tout le matériel qui peut être mis à disposition des sportifs qui, eux, dès le début des études STAPS, en fait, connaissent un petit peu ce type de laboratoire et savent qu'ils peuvent en profiter dans leur pratique. Et c'est la fin de cette émission avec nos invités Aurélie, Nicolas, Delphine et Jean-François, que nous remercions. Une émission enregistrée lors du Nantes Metal Fest Factory au Ferrailleur, dont nous remercions toute l'équipe pour l'organisation et l'accueil. Une émission avec Lila aux interviews et Dunia Saez à l'animation et la réalisation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur labodesavoirs.fr et vos applications de podcast. Suivez nos réseaux sociaux pour nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.